Même si vous ignorez ce qui s'y trouve ou comment il s'appelle, il va sans dire que ce bâtiment attire l'attention. Niché au nord de University Avenue se trouve un des monuments iconiques de l'Ontario, une structure grandiose conçue pour accueillir les politiciennes et politiciens de la province. Officiellement appelé édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario, on l'appelle le plus souvent Queen's Park ou bien le Parlement de l'Ontario, mais parfois on l'appelle aussi le Palais Rose. Oui, le Palais Rose, le quatrième édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario, a une teinte unique. Une façade rosée couleur de grès extrait à Credit Valley, près de Orangeville, est taillée ici. La construction de ce bâtiment a nécessité plus de 10 millions de pierres. C'était un projet complexe auquel ont même participé des détenus de ce qu'on appelait à l'époque la Central Prison. C'était un des plus grands bâtiments publics de l'époque. Les plans de construction étaient extrêmement détaillés. Chaque aspect était soigneusement organisé, depuis le ciment qui devait obligatoirement être d'origine canadienne jusqu'au motif selon lequel les pierres devaient être disposées. La structure asymétrique de 5 étages a été conçue dans le style roman richardsonien, style populaire dans la fin des années 1880, reconnaissable par une façade en pierre brute, des arches arrondies et des portes et fenêtres très enfoncées. Les plans ont été imaginés par l'architecte Richard A. Waite, un Britannique arrivé aux États-Unis enfant et qui a grandi à Buffalo, dans l'État de New York. Il était le premier architecte américain mandaté par le gouvernement canadien, une décision qui avait fait controverse. M. Waite était l'un des 3 juges de la compétition internationale d'architecture qui avait débuté en 1880. En 1882, le jury avait présélectionné une série de dessins. La plupart des architectes étaient d'origine locale. À un certain point, M. Waite a commencé à donner son avis sur les dessins. Il ne convenait pas. Le gouvernement a donc décidé de se référer à ses conseils sur les propositions. C'est à ce moment que le gouvernement a commencé à se tourner de plus en plus souvent vers lui. M. Waite revenait également vers le gouvernement pour soumettre ses idées. Il a finalement proposé ses propres plans en 1885. Le budget initial était de 500 000 $, mais la construction a finalement coûté 3 fois ce prix, avec un coût total de 1,4 million de $. En tout cas, son travail a été encensé, en particulier pour son idée de placer la chambre au milieu de l'édifice. Ce bâtiment était son chef-d'œuvre. C'était très important pour lui, à la fois d'une perspective interne et externe, de placer la chambre à l'avant, orientée vers le sud pour qu'elle soit tournée vers le peuple, pour représenter la responsabilité du gouvernement. C'est une chose de concevoir un tel bâtiment avec des matériaux locaux. C'en est une autre de le rendre résistant aux incendies. Ces matériaux les ont mis au pied du mur. Les bâtiments contiennent de la fonte, les murs, lambris et planchers sont en bois. Tout ça est très inflammable. Les archives historiques n'attestent pourtant presque pas d'incendie, mais le plus grave est celui du 1er septembre 1909. Une équipe d'ouvriers travaillait sur le toit de l'édifice. Ils utilisaient un charbonnier pour faire fondre des plaques de métal que le fer blanti utilisait pour combler des trous dans le toit. Ils n'ont pas fait suffisamment attention et le vent a apporté des braises de charbon plus loin sur le toit, ce qui a provoqué l'incendie. La structure a commencé à s'effondrer. Quand le toit s'est effondré et s'est propagé aux étages inférieurs, c'est la bibliothèque qui a subi le plus de dégâts. Plus de 100 000 œuvres ont été endommagées. C'est presque toute la collection qui a été perdue. Sous les combles nord-ouest, 2 jalons de l'histoire de cet édifice historique sont bien visibles. Les traces de brûlures sur la cheminée ainsi que les poutres porteuses placées il y a plus d'1 siècle qui ont dû être découpées. C'est une des seules parties de la structure qui a résisté aux flammes. Et elle est encore debout aujourd'hui, entourée par la nouvelle structure. En 1912, l'aile ouest a entièrement été reconstruite par Edward James Lennox, célèbre architecte torontois. Il a bâti la nouvelle construction autour de la structure originale. M. Lennox a également ajouté 2 étages. À l'origine, le bâtiment était symétrique avec 3 étages de chaque côté, mais M. Lennox a ajouté 2 étages pour créer plus d'espace de bureau. L'extérieur de l'aile ouest est différent du reste de l'édifice. Le grès utilisé dans la construction originale n'était plus disponible, alors c'est de la pierre de Sackville, du Nouveau-Brunswick, qui a été utilisée. La différence est encore plus visible à l'intérieur. Ce que les gens remarquent en entrant, c'est que l'aile est principalement en bois sculpté à la main.
alors que l'aile ouest où nous nous trouvons, là où l'incendie a eu lieu, est en marbre. Oui, c'est ici que l'on peut voir l'architecture d'intérieur de M. Lennox, qui a une conception très minutieuse, notamment dans le travail de finition. Le marbre recouvre la structure en acier. Tout cela rend cette construction plus résistante aux incendies avec moins d'éléments en bois. Le marbre est originaire d'Italie centrale et a été importé par Dispert Marble qui avait à l'époque une succursale à Toronto. Cette entreprise est toujours en activité aux États-Unis et bénéficie d'une renommée mondiale pour leur mosaïque, un art qui remonte à l'Antiquité. On les appelle des tesselles. C'est le terme qui désigne des pièces de marbre placées méticuleusement à la main. Ces mosaïques recouvrent 4 étages de l'aile ouest de l'édifice. Les arches en grès, le grand escalier, les chaleureuses touches boisées et les majestueuses couleurs de marbre tissent le fil rouge de l'histoire de cet édifice magnifique, tels les chapitres d'un livre qui nous inviterait à y plonger toujours plus intensément et à explorer et découvrir son récit. Onward Night pour l'Assemblée législative de l'Ontario.